Bonjour. Je vous signale, comme d'habitude, que notre rencontre est enregistrée. Avant tout, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de bonheur et de santé, de la part de l'équipe du centre. Euh, cette séance que j'ai le plaisir d'ouvrir s'inscrit dans le cadre du cycle des séminaires en sciences sociales et humaines du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie et fait partie du programme éducatif du projet Dimension francophone de l'Alliance Fort et U+. Aujourd'hui, nous accueillons Madame la professeure Ivona Pugatsevich, amie de notre centre et directrice du Centre des civilisations polonaises à la Sorbonne, donc frère jumeau de notre centre. Ivona Pugatsevich est aussi professeure à la faculté de journalisme, d'information et de bibliologie de l'Université de Varsovie. Elle est diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales et de l'Université de Varsovie, boursière du gouvernement français. Ces champs de recherche comprennent le multiculturalisme, l'immigration, les processus d'adaptation, le patrimoine national polonais en exil, le fonctionnement des institutions culturelles en Pologne et en exil au XIXe siècle et au XXe siècle, ainsi que l'éducation et la culture polonaise à l'étranger à l'heure actuelle et autrefois. Aujourd'hui, Madame Ivona Pugatsevich va parler de la vie provinciale de la grande immigration sur les zones du milieu scolaire de Nancy. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. C'est vrai, je m'intéresse à l'identité de l'immigration, peut-être mémoire et commémoration de la culture en terre étrangère en général. Et je fais des recherches sur les institutions d'émigration du 19e siècle dans ce moment-là. J'essayais de recréer la vie d'écoles d'émigration inconnues. Et en ce moment, je travaillais sur Nancy. Alors, l'histoire de l'enseignement polonais en France fait partie intégrante de l'histoire de l'immigration polonaise et les deux sont intimement liés sur le plan culturel, politique et économique. Dans le temps moderne, le nombre de Polonais qui sont venus vivre en France est moins grand que celui des Polonais qui se sont installés aux États-Unis. Mais la diaspora polonaise de France est considérée comme la plus importante, tant sur le plan culturel qu'historique. La Polonia française plonge ses racines dans le 19e siècle, quand l'État polonais a été rayé de la carte par les puissances copartagères, c'est-à-dire Russie, Prusse, Autriche. C'est à ce que l'histoire polonaise appelle la grande émigration et donc l'immigration en France des Polonais à la suite de l'échec de l'insurrection de novembre 1831, que nous devons l'existence en France de la Société historique et littéraire polonaise, créée en 1832, qui existe jusqu'à aujourd'hui, de la Société polonaise de secours pour l'instruction polonaise établie par Adam Jerzy Czartoryski en 1832, dont je vais parler, la Bibliothèque polonaise de Paris, que vous connaissez tous, la Mission catholique polonaise, toujours active, l'œuvre de Saint-Casimir, créée en 1846, mais malheureusement aujourd'hui, c'est difficile de dire sur son activité, mais aussi les premières écoles pour enfants à Nancy en 1833 et Orléans en 1834, et celle la plus célèbre, fondée par des émigrés plus étroitement liés au parti démocratique de la scène politique du 19e siècle, l'école polonaise de Batignolles. Sur la longue liste d'établissements d'enseignement en exil,
l'école de Nancy occupe la place primordiale, on peut dire, la place la plus importante du fait qu'elle s'est imposée comme la première créée sur un sol étranger. Mon discours d'aujourd'hui sera consacré à cette première école en exil à Nancy, mais rappelons-nous que la plus grande et la plus célèbre fut celle des Batignolles, à laquelle, vous savez tous, je consacrerai un livre. Dans mes recherches, je base ma conférence aujourd'hui principalement sur des sources totalement inconnues, trouvées dans les archives françaises et dans la bibliothèque polonaise à Paris. Maintenant, je veux partager mon écran. J'espère que tout va bien. Voilà, comme cela. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Très bien. Et maintenant, je vais améliorer. Un moment, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas comment je peux faire la présentation. Alors, je pense que ça va. Comme vous voyez, le titre, c'est La vie provinciale des grandes émigrations sur l'exemple du milieu scolaire de Nancy. À l'occasion du 10e anniversaire du début de l'insurrection de novembre 1830, fut solennellement inaugurée l'école polonaise à l'émigration à Nancy. C'était la première institution du genre fondée et entretenue par l'effort commun de la grande émigration. Sa création et son existence durant plus d'une décennie se sont avérées déterminantes pour unir et soutenir l'activité des émigrés de la période après 1831 en Lorraine autour d'une cause spécifiquement polonaise. Sa brève histoire est aussi un récit sur la construction d'un milieu provincial d'émigrés en terre d'accueillir sur les conditions de leur vie tant matérielle que spirituelle, sur leurs relations avec les Français et enfin sur l'importance et la pérennité de ces relations. Je voudrais... Ah non, je ne peux pas... Excusez-moi. Est-ce que vous voyez la diapo deuxième, la deuxième diapo? Oui. Très bien, d'accord. Alors, l'histoire de ce premier établissement d'émigrés peut être divisée en deux périodes. Les années de 1833 à 1837, c'est la création et vraiment grand essor de cette école. Et les années 1838 à 1844, c'est la crise et sa disparition. Les milliers d'émigrés à Nancy entre 1833 et 1843 comptent dans son ensemble entre 45 et 50 personnes. Compte tenu du fait qu'à l'époque, la population de Nancy s'élevait à 29 000 habitants environ, la communauté dont il est ici question ne représentait que 1,7%. Dans ces milliers, entre 1833 et 1842, les registres civils font état de 21 mariages, en majorité franco-polonais. À peine 3 émigrés de cette communauté contractent-ils un mariage avec des Polonaises, ce qui suggère malheureusement l'affaiblissement de leur identité et de leur culture dans la génération suivante. Dans une lettre adressée à la Société de secours pour l'instruction polonaise et à son président, le prince Adam Jerzy Czartoryski, un certain immigré de Nancy, M. Ezechiel Staniewicz, soulignait le fait qu'il n'existait pas une autre ville dans toute la France où l'on compterait jusqu'à 14 enfants polonais.
Il attirait aussi l'attention sur une certaine stabilité et la prospérité de ces familles. De plus, Staniewicz mentionnait dans son écrit la possibilité d'accueillir, citation, sous les toits polonais, d'autres orphelins émigrés disséminés à travers toute la France. Ici, à Nancy, il serait plus facile aux Polonais qu'aux étrangers de veiller sur eux et de leur apporter soin et attention. Fin de la citation. Un autre argument de taille jouant en faveur de la fondation d'une institution d'éducation nationale en Lorraine était une véritable estime dont jouissaient les Polonais parmi la population locale. Dans les années 30, les Français manifestaient aux Polonais une compassion due notamment à la perte de leur État, ce qui avait pour résultat un certain nombre d'avantages et d'aides qui leur étaient accordés. On leur facilitait l'installation dans les villes, attribuait des aides financières gouvernementales et leur trouvait logement ou école. On enseignait dans les institutions locales les faits d'armée de 1830-31, où les enfants des émigrés étaient accueillis gratuitement. Il faut également ajouter qu'il ne s'agissait pas seulement de la compassion ressentie après la tragédie polonaise de 1831. Ces sentiments pro-polonais prenaient aussi ses racines dans le respect pour l'héritage de Stanisław Leszczyński, beau-père de Louis XV, qui, entre 1738 et 1766, en sa qualité du duc de Lorraine et de Bar, avait été reconnu comme un parfait administrateur. Cette légende, toujours vivante, du bienfaiteur polonais, fondateur d'un grand nombre de sociétés savantes, dont la bibliothèque municipale et l'Académie de Leszczyński, provoquait dans le respect et même une affection pour la nouvelle émigration polonaise. À l'origine de la création d'un établissement d'enseignement polonais se trouvent les mères, les femmes entreprenantes des familles nombreuses. Dans le mémoire, nous lisons des propos sur, la citation, la détermination des 3 citoyennes du duché de Samogitie, Jmuć en polonais, Jmuć, la partie historique de la Lituanie, Madame Staniewicz de la famille de 5 enfants, puis Rinkiewicz avec 7 enfants, et enfin Jacewicz avec 6, qui arrivaient à Nancy entre 1832 et 1833, s'installèrent près de la tombe du roi errant de Pologne, Stanisław Leszczyński. Fin de la citation. Leur conviction de la nécessité d'éduquer la jeune génération dans l'esprit polonais, inscrite dans les obligations de la mère polonaise en exil, résultait de leur idée sur l'indispensable transmission de l'identité polonaise et exprimait leur patriotisme citoyen. D'autre part, la Société des secours, fondée à Paris sous la présidence de Czartoryski, déclarait dans ses premières annonces que serait protégée non seulement la jeunesse universitaire, mais aussi les enfants les plus jeunes. En 1833, Czartoryski et sa société de secours reçut de la part de M. Staniewicz une proposition impossible à rejeter. La demande d'aide à la création d'une école à Nancy a été faite par les parents conscients et soucieux de l'avenir de leur progéniture. En contrepartie de l'aide qui leur serait apportée par la société de secours, ils proposaient de leur part l'organisation complète de la nouvelle école, déclarant même leur volonté d'accueillir d'autres élèves issus de la grande émigration. Une telle
offre a été acceptée immédiatement. L'accord de fonder une petite école à Nancy a été donné début automne 1833. Regardons maintenant de plus près les groupes de parents qui fondaient l'école. Ils venaient tous de Lituanie et plus précisément de sa partie historique occidentale appelée Samorgici, Jmuch en polonais. Voilà, à votre gauche, vous avez Ezechiel Staniewicz. Ezechiel Staniewicz, auteur de la première demande adressée à la Société de secours au nom des Polonais habitant à Nancy. Il était un émigré de 35 ans, au passé des combattants glorieux issus de Lituanie. Il a été l'un des organisateurs du soulèvement en Samorgici, considéré comme l'un des plus courageux, les plus actifs de ses chefs. Il avait été décoré des vertus militaires. Il avait pris la décision de ne pas exposer sa femme Kunegunda et ses enfants à un sort incertain à l'émigration. Les confiant à son ami, le maréchal du district de Chavel, Eligiusz Kownacki. Lui-même, c'est-à-dire Ezechiel Staniewicz, passant par Klaipėda, Dresden, avait rejoint la France et s'est retrouvé dans le dépôt d'Avignon. Attaché plus aux Lituaniens qu'aux citoyens de la couronne, ressentant fortement les rivalités et les divisions nationales, il s'était engagé dans la création de la Société de Lituanie et des terres ruthènes. Dans le cadre de l'activité de la société, Staniewicz tenait tout spécialement à décrire les événements insurrectionnels en Lituanie pour rehausser l'importance de la révolte dans ces régions. Au milieu de 1833, Staniewicz se décide déménager en Lorraine. En même temps, après que ces domaines soient presque entièrement confisqués par les autorités tsaristes, craignant d'autres répressions politiques, sa femme et ses enfants fuient dans la même direction. Dans la seconde moitié de 1833, toute sa famille, composée de 7 personnes, se réunit et s'installe définitivement à Nancy. Le destin du père de la 12e famille nombreuse était quasiment analogue. Parfaitement éduqué, Onufry Jacewicz, à votre droite. Onufry Jacewicz, presque du même âge que Ezechiel, a fait la campagne napoléonienne de 1812. Au cours de l'insurrection de novembre, il forme non seulement les troupes armées en Samorgici, mais il devient célèbre comme organisateur des cours d'officiers, constructeur d'un moulin à poudre à Rethel et de la fonderie de canons à Vorgnes, où l'on a fabriqué plus d'une dizaine de canons. Il combattait dans l'insurrection de novembre dans le rang de général, chef du district de Telche. Il atteint Nancy en avril 1833 dans les circonstances analogues à celles de Staniewicz, craignant pour sa famille et après la confiscation de ses biens. Il fait venir sa femme Róża, née Giełgut, et ses 6 enfants. Le troisième père, Józef Rymkiewicz, né en 1798 dans une famille aisée de Samorgiciens, éduqué dans les écoles de la région, tout comme les 2 précédents, se joint en mars 1831 à l'insurrection de novembre. Pour son combat, il reçoit lui aussi la médaille hors virtuti militaire. Il arrive en France en février 1832. Il habite tout d'abord Paris, mais il est dirigé déjà en avril au dépôt de Châteauroux, où il mène une activité politique. Après la liquidation de ce dépôt, au milieu de l'année 1833, il s'installe à Nancy, où il rejoint sa femme et ses 7 enfants.
La proposition que j'ai déjà mentionnée, la proposition d'Ezechiel Staniewicz du 27 septembre 1833 concernant la fondation de l'école, était en même temps un appel à l'aide. Les parents ont très rapidement compris la grande influence du milieu français sur la langue et la culture polonaise de leurs enfants. Ils devenaient conscients du fait que sans aide, sans un enseignant nommé à l'époque répétiteur qui aurait suivi avec les enfants les leçons de l'école française et qui les aurait enseinées pour la 12e fois en polonais, leurs enfants auraient peu de chances de réussir dans le système français. Encore à la fin de l'an 1833, la société a accordé un financement approprié jusqu'à 6 000 francs au début et a immédiatement informé tous les émigrés de la création de la première école polonaise à Nancy. Cette information a elle seule constitué une certaine promotion de la société locale, soulignait son sens d'organisation et son sérieux. Elle était aussi une invitation dirigée aux familles polonaises dispersées en France, déménager avec leurs familles en Lorraine. D'ailleurs, à cet effet, on s'est adressé officiellement au ministère des Affaires intérieures afin qu'il donne son accord au déplacement des familles intéressées et au remboursement de leurs frais de voyage. Encore en 1834, l'on prévoyait d'accueillir dans cet établissement une quarantaine d'élèves. Malheureusement, aucun déplacement important n'a eu lieu. Pour revenir à la description de la diaspora de Nancy, ceux qui y ont appartenu et influé sur les formes du milieu polonais étaient les enseignants. Originaire de Vilnius, âgé de 34 ans, Karol Morawski, qui a combattu lors de l'insurrection dans le rang de capitaine, s'est retrouvé à Nancy parmi les siennes. N'ayant aucune occupation ni la conviction de devoir enseigner, il se joint bénévolement au premier organisateur de l'école. En attendant l'envoi d'une enseignante expérimentée de Paris que la société de secours était chargée de trouver, on a proposé à Morawski de remplir temporairement cette fonction. Cet arrangement passager s'avère durable. Après 8 ans de travail avec des enfants en tant qu'enseignant, il a démissionné. Toutefois, durant ces 8 années, il a donc éduqué jusqu'à 20 élèves. Son engagement dans la cause de l'école est prouvé notamment par le fait que, confronté au manque de manuels appropriés de l'histoire de Pologne destinés à la jeunesse, il en a écrit un dans lequel il a bien entendu porté l'accent sur la problématique lituanienne. À côté de Karol Morawski, nous voyons son assistant le plus important en la personne d'Antoni Purwiński. Comme la plupart de ses compatriotes vivant à Nancy, lui aussi était originaire de Samogitié. Après avoir terminé ses études à Klaipėda, ce jeune homme de 20 ans a combattu lors de l'insurrection de novembre dans le rang des colonies. Durant la première moitié de 1833, tout comme d'autres Lituaniens, il s'est installé à Nancy. Comme il était le plus jeune parmi les Lituaniens, on lui a proposé l'enseignement à domicile auprès des jeunes enfants. Jusqu'à la fin de 1833, il a travaillé avec une dizaine d'élèves en leur enseignant patiemment la lecture, la calligraphie et en déchiffrant les bases des mathématiques. En 1834, désirant poursuivre ses études dans une école agricole, puis dans le séminaire de Pont à Mousson et à Villedieu près de Châteauroux, il a été remplacé par le capitaine Rojewski.
Marcin Rojewski, né en 1800, il était le premier et le seul de la couronne au milieu de Lituanie. Marcin Rojewski, il était originaire de Mazovie, de Pultusk, où, après avoir terminé ses classes, il a rejoint l'armée du Royaume de Pologne en tant que volontaire. En exil, dès que l'occasion s'est présentée, il a commencé à travailler à l'école de Nancy. Après 4 années de travail avec les enfants, il a annoncé son mariage à la fin de son travail. Son salaire d'enseignant était modeste, de 25 francs par mois. Avec le changement d'état civil, il voulait trouver un emploi plus rémunérateur qui n'aurait pas occupé toutes ses soirées. Puis, les 3 enseignants issus de l'immigration locale, malgré leur manque de préparation pédagogique, se sont bien débrouillés dans le travail auprès des jeunes enfants. Cette 4e fois, on a décidé aussi de puiser dans ses propres ressources. On a proposé le poste vacant pour le plus sérieux élève de l'école, Ignacy Rymkiewicz, le fils aîné de 17 ans de Józef. Sa candidature s'expliquait par les très bonnes notes qu'il avait reçues dans l'établissement français, une connaissance parfaite des Polonais, mais aussi par la possibilité de faire des économies, car le jeune Ignacy allait habiter auprès de ses parents et se contentait d'un salaire plus bas que ses prédécesseurs. Les leçons d'Ignacy Rymkiewicz ont été régulièrement visitées par les directeurs de l'école ainsi que les inspecteurs venant de la part de la société de secours. Malgré des opinions positives sur le travail de Rymkiewicz, les critiques acerbes ont été formulées par des journaux démocrates peu favorables à l'égard des conservateurs qui s'occupaient de l'école. Avant de passer à la caractéristique des directeurs, il convient de parler de la silhouette du docteur Zachariasz Dziewąski, un membre atypique de l'ensemble pédagogique qui remplissait le rôle des médecins et des pédagogues. Ainsi, à partir de 1836, ce Lituanien de 30 et quelques années, né dans le district de Kovno, diplômé de l'université de Vilnius, a rejoint ses compatriotes. La biographie de Dziewąski était dans ses grandes lignes analogues aux biographies lituaniennes mentionnées plus haut. La participation dans l'insurrection de novembre, l'émigration à Paris, le travail de 2 ans à l'école polonaise. À Nancy, il a non seulement soigné les gens, mais il les unifiait. Il dispensait ses cours privés de latin ou de mathématiques et acceptait une rémunération minimale. Au moment où il a considéré qu'il serait plus utile ailleurs, il a donné sa démission pour rejoindre la Légion des étrangers. Lors du 7e anniversaire du début de l'insurrection de novembre en Samorgicie, on lui a solennellement dit adieu, puis il est allé en Afrique. Et maintenant, les directeurs. L'école avait 2 vrais directeurs à qui elle doit beaucoup et qui ont eu un grand impact sur elle. La première étape du fonctionnement de l'école et de l'unification des émigrés de Nancy autour de cet établissement se termine en juillet 1837 avec la mort de son gardien directeur, Père Józef Cyprian Niezabitowski. Józef Cyprian Niezabitowski était un Lituanien qui remplissait durant l'insurrection la fonction de prêtre en Samorgicie. Lorsqu'il a eu l'occasion de partager le destin des siens en émigration, malgré la stabilité qu'il avait connue à Strasbourg, il a accepté le défi.
Le nouveau directeur, tant attendu, emménage à Nancy en janvier 1836 et se met aussi au travail. En février déjà, il s'est occupé d'un local autonome pour les besoins de l'école, achète des premiers meubles, organise une véritable bibliothèque et, tout d'abord, il s'occupe de l'enseignement du catéchisme et du service spirituel auprès de la diaspora de Nancy. Ces liens solides avec les milieux lituaniens n'étonnaient personne. Encore, avant l'insurrection, par l'amour pour sa propre culture, il a travaillé sur un dictionnaire polono-lituanien. Il a collaboré à la rédaction du premier manuel de l'enseignement de la grammaire lituanienne en travaillant avec Alexander Butkevičius. Et c'est lui qui a élaboré les manuels de lecture pour les enfants de Samogétie et de Lituanie. Avant de mourir, il a fait un testament. Sa modeste épargne et le mobilier ont été offerts à l'une des veuves de Samogétie, Róża Jacewicz, qui élevait toute seule ses 4 enfants. Le 12e directeur, c'est Dionys Włodzimierz Gadon. Włodzimierz Dionys Gadon, de 41 ans, le plus âgé de cette diaspora, a pris la succession de ces prêtres actifs. Il était le plus respecté parmi les émigrés locaux et avait, citation, une belle réputation dans presque toute la Lituanie et tout le monde le connaissait et respectait en Żmudzi. Fin de la citation. Tout comme la plupart des émigrés, il avait sa petite patrie en Lituanie dont il était originaire, qui lui manquait et à laquelle il a consacré ses réalisations littéraires. Il est arrivé en Lorraine depuis l'Écosse, dont était originaire sa mère. Accueilli par ses compatriotes lituaniens comme une famille proche, il a reçu de leur part la proposition de s'établir sur place. Cette proposition constituait l'opportunité de devenir vraiment utile en émigration et de réaliser la mission interrompue par l'insurrection, à savoir de travailler pour la cause des Lituaniens et de leur école. En commençant ses fonctions le 10 septembre 1837, il a renoncé non seulement à son salaire, mais aussi, grâce à ses connexions sociales et familiales, il a trouvé des fonds supplémentaires auprès de la Société des dames écossaises. Cet argent supplémentaire, il a alloué au développement de l'école. En ce qui concerne l'éducation, Włodzimierz Gadon avait des opinions assez conservatrices. Tout comme feu Józef Niezabitowski, l'auteur des premiers dictionnaires lituaniens, traducteur des travaux de Krzysztof Kluk en langue lituanienne, Gadon, lui aussi, il respectait avant tout la culture lituanienne et l'éducation polonaise. La plus importante attribut de la culture patriotique de l'émigration était, selon lui, la connaissance de l'histoire régionale et après régionale nationale. Le programme de l'éducation régionale de Nancy doit être considéré comme absolument novateur, même en comparaison avec l'école de Bâtiment. Comme tous les émigrés du lieu étaient unis par leurs origines communes, j'ai déjà dit, ils sont originaires de Żmudź, de Samogétie. Les leçons d'histoire et de littérature se rapportaient en premier lieu au contenu lituanien et à la culture locale. Dans le cadre de l'éducation informelle mais obligatoire à Nancy, en plus des anniversaires du dernier soulèvement polonais officiellement organisé le 30 novembre, dans les années consécutives, on a également célébré à grande pompe le 26 mars
le début de l'insurrection en Samorgicie. Dans la matinée, dans l'église Bon Secours, près de la tombe du roi Stanisław Leszczyński, se tenait une messe pour la patrie et les morts de l'insurrection en Samorgicie. Y participaient les élèves polonais, les enseignants, les invités français et toute l'immigration. Après la messe, on se rendait en foule suivre la célébration dans le siège de l'école. Dans ce lieu, les récents héros de 1831 tenaient des oraisons, ils rappelaient l'insurrection en Lituanie. On entonnait des chants patriotiques, souvent composés pour l'occasion, et on prenait ensemble une collation, un dîner de fête. Les personnes âgées, les jeunes et les enfants levaient les toasts avec un verre de lait parce que Włodzimierz Gadon, citation, introduisait parmi les émigrés des saintes coutumes. Fin de la citation. Revenons toutefois au personnage de Włodzimierz Gadon. En sa qualité de gardien, directeur de l'école, mais aussi du chef de toute la diaspora locale, il utilisait les potentiels intellectuels et spirituels des émigrés. Il voulait formuler l'idée communautaire, celle d'une confrérie basée sur la réciprocité, sur l'activité en faveur de l'école polonaise aussi. Lui-même, il enseignait volontiers la langue allemande. On a introduit, ici c'est la citation, on a introduit des danses dans les maisons des parents, ce qui permettait à la jeunesse de passer des soirées dans une bonne société. On n'a pas non plus abandonné la musique, car plusieurs garçons plus âgés et presque toutes les filles en connaissaient les bases. Fin de la citation. Włodzimierz Gadon employait les pères aux autres tâches. Par exemple, le colonel Józef Rymkiewicz, qui était sans emploi, couvrait à titre gratuit des livres de la bibliothèque. Lorsque les fonds n'ont pas permis de louer des locaux indépendants, les leçons se tenaient dans la maison accueillante de la famille de Staniewicz en 1833-34, puis en 1838, durant 10 mois chez les Jacewicz. Les cours de l'architecture militaire et de la géométrie pratique ont été assurés durant un temps libre par l'officier Juliusz Gleffen, qui avait participé à la nuit de novembre et qui, de plus, avait commencé des études dans l'école locale de Forêts. Les compatriotes Ignacy Jasiński, qui étudiait l'art médical, donnait aux garçons plus âgés des cours de l'escrime. Les fleurets ont été acquis grâce à l'argent recueilli par les émigrés, mais aussi grâce à Józef Kaszyc, qui a envoyé 60 francs à ses compatriotes lituaniens depuis Paris. L'union et la position forte de la diaspora polonaise dans la ville et dans toute la région ont été ainsi bâties par ce type d'aide en faveur de l'école polonaise, par l'administration commune des parents et des enseignants et aussi par les rares cérémoniales existant autour de l'immigration et de son école. Mais après le retrait fin 1838 de Włodzimierz Gadon, pour cause de maladie, la crise financière a été à tel point importante que l'école était menacée de fermeture. La veuve d'un général, Róża Jacewicz, tout en retirant ses 4 enfants de l'école déclinante, mi-1844, expliquait cela ainsi, citation, « Nous ne retournerons pas au pays, à quoi cela sert d'apprendre aux enfants les polonais ?» Fin de la citation. La fermeture de l'école était donc aussi une conséquence du manque d'élèves. Les garçons qui quittaient l'école de Nancy
faisaient dans leur majorité des études techniques et travaillaient dans l'ingénierie. D'autres destins attendaient les filles. Seulement une seule a intégré l'Institut des dames polonaises dirigé par la princesse Czartoryska à Paris. D'autres s'est mariées principalement avec des Français. Et elles ne veillaient probablement pas à éduquer leurs enfants dans l'esprit polonais. En juillet 1844, l'école a cessé de fonctionner. Il lui manquait désormais les autorités les plus marquantes, les pères fondateurs qui préservaient l'idée de l'enseignement national. Les enfants s'intégraient de plus en plus aussi à la culture locale et à leur quotidien. De plus, la misère ne touchait pas probablement non plus les émigrés de Nancy. Entourés de voisins français bienveillants, gardant les souvenirs du bon maître de Lorraine, ils fraternisaient rapidement avec les milieux locaux. Mais d'un autre côté, ces immigrants, ils ont élaboré leur propre canon de coutumes en exil qui se rapportait d'un côté aux traditions lituaniennes et de l'autre s'identifiait au patrimoine du siècle des Lumières fortement ancré dans la culture française. Ils savaient aussi profiter de la mémoire historique des Français. C'est précisément l'idée de l'école qui a mobilisé et uni de ces milliers d'émigrés dans l'action en faveur de l'enseignement. Grâce à l'effort commun, les émigrés polonais issus de la noblesse aisée de Samorgici ont constitué leur identité particulière à Nancy. Liés structurellement aux conservateurs de Paris, ils sont distancés en même temps. Les disputes et les querelles de la capitale ne les intéressaient pas vraiment. Lorsque l'école était menacée de disparition en 1837, ils ont réussi à trouver seuls des moyens financiers pour poursuivre son activité jusqu'à fin. Ils choisissaient seuls les directeurs et les enseignants. Manquant de locaux, ils organisaient l'enseignement dans leur demeure et malheureusement les désorganisaient souvent. Tout en faisant partie de la grande émigration, ils ont différé sous bien d'aspects. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette expérience de l'activité commune de 10 ans en exil constituait un fondement solide, base pour construire l'identité polonaise dans les générations suivantes. La mobilité et la dispersion de la diaspora polonaise qui s'intégrait parfaitement à la culture française ne favorisait pas de plus dans une province lointaine leur continuité de groupe. Merci beaucoup. Ici, dans la dernière diapo, je vous présente les archives utilisées par moi. C'est bien sûr archives municipales à Nancy, la bibliothèque polonaise. Merci pour votre attention. Alors, merci, Ivana. Oui, un grand merci pour cette présentation très riche et très inspirante. Et ainsi, j'ouvre le débat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais une petite question, qui est une question sur un aspect un peu marginal. Enfin, puisqu'on a parlé de cette émigration, si j'ai bien compris, c'est quand même une immigration d'une certaine élite. Hein, c'est une certaine élite de Samorgici. Est-ce qu'il y avait aussi
une immigration de bas niveau, une immigration du peuple polonais? Et si oui, est-ce qu'ils avaient la possibilité d'aller dans cette école? Est-ce que ça les intéressait? Ou est-ce que tout simplement, ils n'étaient pas au courant? Enfin, voilà. D'accord, oui. Est-ce que je peux rappeler maintenant? Très bien. Alors, c'est vrai que cette école, c'était la première école, comme j'ai déjà dit. Alors, par exemple, à Batignolles, nous avons les autres types d'écoles. C'est l'école pour les pauvres, on peut dire. Ici, à Saint-Maurice, nous avons environ 20-25 élèves seulement. Je pense, je n'ai pas trouvé les autres sources. Alors, je pense que c'est tout. Et ce sont les enfants vraiment assez riches. Par contre, 12e école qui est créée en 1834, c'est l'école à Orléans, aussi créée par Czartoryski. Et dans cette école, nous voyons les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans, à vrai dire. Et ce sont les enfants des familles vraiment très pauvres. Ce sont les enfants de familles où les pères, ce sont les soldats. Et la création de cette 12e école, c'est pas la même que dans le cas de Nancy, c'est-à-dire que cette 12e école est créée vraiment par le Czartoryski qui est la société de secours. Voilà. Mais ils sont tous les deux, ils sont toujours à notre droit de scène politique. Et la vraie école polonaise, c'est l'école de Batignolles, mais elle était créée en 1842, 10 années après cette école de Czartoryski. Et dans l'école de Batignolles, nous avons 1400 enfants, et ce sont les enfants avant tout d'immigration simple, on peut dire, parce que, par exemple, les fils de Czartoryski, de Zamoyski et des autres ne sont pas dans l'école de Batignolles. Ils sont seulement dans l'école française. Je ne sais pas si j'ai épuisé, mais voilà, c'est comme ça. C'est un sujet très intéressant parce que nous ne connaissons pas, à vrai dire, ces 3 ou peut-être 5 écoles, parce que j'ai trouvé seulement 3, mais je n'ai pas vu toutes les sources, tous les archives en France. Et est-ce qu'on est au courant s'il y avait des familles plus pauvres à Nancy, polonaises? Est-ce qu'il y avait une immigration pauvre? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas, parce que même pour atteindre Nancy, il faut avoir l'argent. Alors, je pense que la spécificité régionale, et regardez, ce sont les Lituaniens. Je peux construire cette image personnelle, je peux présenter les biographies de cette personne parce qu'ils sont connus en Lituanie. Alors, j'utilise aussi pour construire la biographie, les sources polonaises, mais qui se trouvent dans les archives lituaniennes. Merci. C'est moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, Oui, Aneta? je peux. Oui, merci pour cette super présentation. Moi, ce que je pense, c'est ma question. Est-ce que vous voyez quel rôle à l'époque il y avait cette école? C'est-à-dire, c'était juste un rôle de l'éducation où il y avait le rôle de rassembler de diaspora ou présenter la culture polonaise envers des Français. Quel est votre avis? Voilà. C'est sûr que d'abord, c'est une certaine unification de diaspora polonaise à Nancy. Mais s'il s'agit du 2e ou 3e génération, je ne sais pas. Je sais que, par exemple, dans le cas de l'école de Batignolles, je peux dire que nous observons la transmission d'identité polonaise.
S'il s'agit de diaspora petite diaspora qui se trouve à Nancy, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les sources pour suivre les carrières, par exemple, cette 20 enfants qui se passaient par cette école. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans les programmes d'éducation Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. S'il s'agit des programmes, nous avons, je n'ai pas présenté aujourd'hui ce programme. Ce programme est très intéressant. D'abord, ce sont les leçons de polonais, d'histoire de la Pologne, mais d'histoire de la Pologne qui se finissent en 1830, bien sûr. Les chants nationaux, et c'est tout. Voilà, c'est tout, je pense. Les sons polonais sont liés avec les sons français parce que tous les enfants, d'abord, ils participent dans l'enseignement français et après son école française, ils commencent à travailler dans l'école polonaise. OK. Mais dans le programme, c'était d'avoir la littérature, histoire. Littérature, peut-être, c'est trop grand mot. Ce sont les bases de la littérature. Ce sont vraiment petits poèmes pour les enfants. Et les programmes sont construits par ces 4 personnes, par ces 4 enseignants qui ne sont pas enseignants, à vrai dire, qui ne sont pas pédagogues. Ils ont écrit ils ont écrit même manuel pour cet enfant, mais je n'ai pas vu cet manuel, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut constater que c'était le programme dans le sens romantique pour continuer J'espère, mais je ne sais pas. S'il s'agit de bâtiments, merci. Voilà. C'est ce que je ne connais pas encore les sources. OK. Merci beaucoup. C'est moi. Intéressant. Merci. D'autres questions peut-être? Sinon, j'aurais peut-être une petite question. Est-ce qu'il y a des traces de cette école à Nancy aujourd'hui? Non. C'est-à-dire, quelle est la... Est-ce qu'il y a des commémorations peut-être dans les milieux Voilà, c'est pour... Donc, ma question est très générale. Quelle est la place de cette école et des autres écoles polonaises dans la mémoire collective aujourd'hui? Non, il n'y a pas aucune place dans les mémoires collectives d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'essaie de faire quelque chose. Les archives sont assez riches, mais par contre, tout le monde sait ce que ça veut dire l'époque des Lumières polonaises à Nancy grâce à Stanisław Leszczyński. Tout le monde, pas tout le monde, mais je pense que l'élite de Nancy peut dire quelque chose de notre roi bienfaiteur, mais s'il s'agit de cette institution, non, pas du tout. D'accord, donc... Mais j'espère qu'on peut changer quelque chose. Oui, donc votre travail est davantage important. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux encore quelques questions. Moi, je suis désolé, j'ai toujours des questions un petit peu techniques. C'est parce que je ne connais pas du tout le sujet de l'immigration polonaise au 19e siècle. Et je me pose la question dans quelle mesure… Alors, j'ai plein de questions un petit peu naïves. La première, par exemple, je me dis, mais s'il y a des immigrés de Lituanie, en particulier de Samogitie, qui viennent en France, est-ce que… Alors, si la noblesse s'identifie à la Pologne, ce que j'arrive à comprendre, est-ce que l'immigration de la campagne aurait une identification à la nation polonaise? Et donc, c'est peut-être pas lié apparemment à cette recherche. Donc, c'est une question de contexte
Oui. Parce que, qui est un petit peu naïf, parce qu'évidemment, je me dis, si Non, les c'est- Lituaniens entendaient toutes les présentations d'aujourd'hui, ils diraient, mais ce n'est pas une école polonaise, c'est une école lituanienne. Malheureusement, elle s'appelait polonaise parce qu'il y a eu la colonisation préalable, je ne sais pas. Mhm. Voilà. La seconde un peu question de contexte, c'est est-ce qu'on a une idée quelconque de la taille de l'immigration polonaise Au 19e siècle. au 19e siècle ou la première moitié du 19e siècle en France, sachant que je devrais savoir ça, mais je ne le sais pas. Voilà. D'accord, très bien. Oui, oui, ce ne sont pas questions naïves, à vrai dire, ce sont les questions très compliquées. Mais je commence de ton dernière question. Alors, nous avons en France, en 1833, en France, environ 7000 émigrés polonais. Et ce sont les estimations de M. Sławomir Kalembka. Mais les autres disent qu'en général, en France, il y avait environ 9000 Polonais à partir de 1933 jusqu'au soulèvement de janvier, jusqu'en 1863. Alors, c'est le nombre assez important. C'était la première émigration en France après les Polonais au 19e siècle jusqu'en 1870. C'était italien et émigration d'Espagne. C'est la première chose. Et si nous avons en commencement environ 5 000, 6 000 émigrés, c'est seulement les élites polonaises. Il n'y avait pas il y avait quelques soldats, mais les soldats sont dirigés envers l'Angleterre, pas en France. Et pourquoi? Parce que la France peut-être était trop chère pour les soldats, mais en général, nous avons les soldats et aussi les mouvements politiques de gauche en Angleterre, à Portsmouth, à Londres, etc. Ici, en France, nous avons seulement le jeune étudiant de l'université de Varsovie et l'université de Vilnius. C'était environ 20% de tous émigrés qui sont ici. Ce n'est pas, la recherche d'Ivona Pugacewicz, ce sont les recherches de Barbara Konarska. Après, nous avons les politiciens et les aristocrates, c'est-à-dire vieille noblesse, comme Czartoryski, Potocki, Branicki. Alors, les plus riches élites des Polonais se trouvent ici à Paris. Branicki, Potocki, Dzieduszycki, tous les grands noms sont lieux à Paris et autour de Paris. Troisième groupe dans ces 6 000, ce sont les officiers qui participent bien sûr dans la nuit de novembre, attaque de Belvédère, etc., etc. Et à vrai dire, c'est tout. Alors, nous n'avons pas bien sûr, intelligentsia, on peut dire. Mais intelligentsia, comme on utilise ce mot aujourd'hui, c'est un petit peu bizarre. Nous avons les problèmes parce que notre immigration du 19e siècle, c'est l'immigration, je pense, nobiliaire. Et la noblesse, il n'existe, elle ne peut pas fonctionner en France. Alors, nous avons intelligence qui se trouve en France. Barbara Konarska, elle a dit qu'il n'y avait presque pas ni le paysan, ni la bourgeoisie, parce que nous n'avons pas la bourgeoisie avant l'insurrection. Notre bourgeoisie était vraiment très faible. Je ne sais pas si j'ai... Oui, est-ce que je peux rajouter une question complémentaire? Oui, bien sûr.
quelle était la relation entre cette noblesse lituanienne, etc., et l'immigration juive polonaise? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Je me posais cette question pendant mes recherches. Je n'ai pas trouvé les sources, à vrai dire. Alors, je peux pas te dire. Je sais que pendant l'existence d'écoles de Batignolles, dans les années 50 du 19e siècle, il y avait seulement 3 élèves juifs dans cette école. Et malheureusement, ce jour, c'est éphémère, on peut dire, parce qu'après quelques mois, ces enfants, ils ont quitté cette école. Et je pense que c'est très difficile de dire, je ne voudrais pas dire la stupidité, mais je pense que la tolérance, c'est la grande question dans ce moment-là. Voilà. Je ne connais pas les études sur ce sujet, mais par contre, une personnalité extraordinaire, vraiment un grand représentant de société démocratique à Paris. C'était le juif, il s'appelait, j'ai oublié le nom, excusez-moi, il était vraiment très, très respecté dans l'école polonaise, on peut dire. Klatschko, Julian Klatschko. C'était aussi lituanien, mais juif lituanien, voilà, qui se trouvait dans l'administration de cette école. Et si je peux continuer, enfin, il y a peut-être d'autres questions, hein, mais j'ai plein de questions, moi, je suis désolé, puisque c'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y avait des relations officielles entre l'État français et l'école polonaise? Oui. Alors, s'il s'agit, on parle de 3 écoles. La première, c'est l'école de Nancy. Qu'est-ce que je trouvais? Je trouvais une demande de Czartoryski pour le ministère d'Affaires intérieures pour que cet ministère donnait l'argent pour cette école. Mais malheureusement, aucune réponse. Deuxième école à Orléans. Monsieur le ministère d'affaires, il y avait les relations avec le ministère aussi. Par contre, l'école d'Orléans, le gouvernement français donnait l'argent pour voyager, pour les familles qui vont voyager à Orléans. Et troisième école de Batignolles, était officiellement organisée à Paris. Monsieur Dvernitz, qui est président de cette école, il a obtenu permission d'organiser cette école. Et en plus, juste avant l'insurrection de janvier, en 1862, cette école a obtenu le titre d'institution d'utilité publique. C'est-à-dire qu'il était vraiment et c'était la première institution d'utilité publique. Après, c'est la bibliothèque polonaise qui a obtenu ce titre. Et troisième, c'est Saint-Casimir, cette comment on dirige, cette zakład świętego Kazimierza, cette institution de Saint-Casimir. Alors, seulement 3 institutions ont obtenu ce titre. Et l'école polonaise de Batignolles, pendant son 30 années, il a obtenu environ 350 000 francs pour son existence.
Alors, c'est grâce au gouvernement français que cette école existait, à vrai dire. Et la chose très caractéristique, en 1861, cette école doit finir son existence. Pourquoi? Parce que les subsides du gouvernement français sont terminés. Merci. Merci. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait une question. Juste une petite question. Je ne sais pas si c'est juste une petite idée pour réfléchir. S'il y a des élites polonais à l'époque, ils se sentaient, comme ils étaient parfois élevés, bien éduqués en France ou ailleurs, s'ils étaient en tant que terme d'identité, ils se sentaient beaucoup plus polonais ou si c'était des personnes avec l'identité internationale, nomade comme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une question très difficile, très importante. C'est la question de deuxième, troisième génération. Ils sont polonais ou français? Je pense qu'ils ont la double nationalité, mais c'est très difficile de dire comment ils se sentent, qu'ils sont français ou polonais. Dans ma livre, j'ai fini mon livre consacré à Batignolles. Une petite citation, peut-être je trouve ce fragment et je peux utiliser ce fragment maintenant. Alors, un certain monsieur Garstoft dit qu'il est le meilleur élève en école s'il s'agit le meilleur élève polonais et le meilleur élève français. Alors, il pense qu'il a double nationalité. Mais c'est très rare quand les élèves sont conscients d'avoir d'être binational, d'avoir la nationalité polonaise et française. Peut-être je peux vous citer si je trouve. Bien sûr, mais pour les parents, comment? Pour les parents, les parents, bien sûr, ils pensent qu'ils sont polonais, ils veulent éduquer ses enfants pour les polonais, mais les cas d'école de Nancy, c'est ce grand point d'interrogation. À Batignolles, c'est sûr que tous les parents, ils vont éduquer leurs enfants pour être bons polonais. Okay. Voilà, peut-être je peux vous citer. Les élèves de Batignolles ne revenaient malheureusement pas en Pologne, ni à l'époque des partages, ni après. Trop bien intégrés dans la vie française, ils parlaient avec fierté de leur origine et représentaient avec brio la nationalité polonaise, adoptant un rôle positif d'ambassadeur de leur culture d'origine plutôt que celui tragique. L'orphelin sont partie de la victime que leur avait autrefois attribué leur père, mais c'est tout. Alors, je ne pense pas qu'il... C'est très difficile. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être quelqu'un aurait une dernière question, un commentaire. Oui, moi, si je peux, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. J'aurais une question concernant la place de l'Église catholique. Est-ce que
cette église avait une place spéciale où était un lien qui unissait les Polonais autour de l'école, ou à l'envers, ça n'avait pas beaucoup d'importance? L'Église catholique, la mission catholique en France n'a pas aucune importance pour l'école des Batignolles. En plus, l'école des Batignolles résignait de posługa, de travailler des prêtres polonais. L'école polonaise de Batignolles, elle a décidé d'utiliser les prêtres françaises qui étaient plus, selon les administrateurs de cette école, qu'il était plus avoué pour les choses vraiment liées avec l'esprit, avec le catéchisme, etc. Même nous avons les grèves des élèves d'école de Batignolles. Dans cette époque-là, cette grève, ce sont les grèves dans l'Église. Les directeurs de l'école de Batignolles, de temps en temps, ils ont dit qu'il faut absolument que notre élève soit représenté dans l'Église Saint-Roch, je pense, et après dans les autres églises pendant les messes. Et j'ai trouvé dans les sources du messe pendant lesquelles notre élève sort de l'église. Ils ne veulent pas chanter le chant national, alors c'est aussi pas tellement simple de caractériser le foi de jeunes Polonais pendant l'époque, en 19e siècle. Il ne faut pas oublier que dans cette époque-là, cet émigré lié avec élite, ce sont les élites, et beaucoup de notre émigrés, ce sont les maçons, ce sont les personnes qui s'éloignent de l'Église en général. Et parmi les étudiants, quelles étaient les proportions entre les hommes et les femmes? C'est l'émigration. En général, l'émigration du 19e siècle, c'est l'émigration des hommes. Je ne sais pas, et je pense que c'est très difficile de dire combien de femmes s'est trouvé dans l'émigration. Par exemple, s'il s'agit de l'école de Nancy, j'ai présenté 3 ou 4 femmes. Ils sont arrivés à Nancy. S'il s'agit de Paris, c'est très difficile de dire combien de femmes polonaises se trouvent dans cette époque-là à Paris. Je n'ai pas fait l'estimation comme ça. Merci. On dit que c'est en général l'émigration masculine. Alors. Merci. Ce sont les pères pères créateurs de l'école, de l'institution. Ce sont les hommes qui vont faire quelque chose. Il s'agit de bibliothèques, de sociétés, etc. Oui, parce que dans votre présentation, j'ai vu que des hommes. Donc, d'où ma question, est-ce qu'il y avait des femmes en tant qu'élèves et les enseignantes aussi? Non, il n'y avait pas, absolument, il n'y avait pas les femmes enseignantes dans l'école, dans ces 3 écoles. Mais bien sûr, s'il s'agit par exemple des écoles de Madame Czartoryska, nous avons les femmes qui enseignent. Entre autres, Czartoryska, Dzieduszycka et les autres. Merci. Mais cette école a été créée après l'insurrection de janvier. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là.
Et un grand merci pour cette présentation très riche. Et je remercie également le public pour le débat très animé. Et je voudrais dire que nous nous voyons pour notre prochain séminaire dans 2 semaines. Le 26 janvier, nous allons accueillir Agnieszka Sadecka et Élodie Thévenin, deux chercheurs de l'Institut d'études européennes de l'Université Jagellonne, qui vont analyser la représentation de la crise du Covid-19 dans les hebdomadaires de droite polonais. Je vous invite chaleureusement à cette séance. Je rappelle à nos étudiants que ce sera la dernière rencontre de ce semestre. Il est donc temps de penser à la session d'entretien avec vous qui permettra de valider ce cours. Nous pensons l'organiser dans 3 semaines lors de la première semaine de la session d'examen. Il s'agit des entretiens qui dureront 10 minutes, un quart d'heure maximum. Avec chacun d'entre vous, nous vous poserons 2 questions autour des sujets abordés au séminaire ce semestre, mais je vais en parler encore dans 2 semaines et je vous enverrai tous les détails par mail. Encore une fois, un grand merci pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, Ivona. Merci, C'est c'est très moi. intéressant. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci.